On passe maintenant à la seconde séquence, si je puis dire, de cette journée, de la prospective à l'action, et en particulier au niveau territorial. Et je vais demander à Gabriel Dufour d'Agridet d'animer cette séquence. Merci Gabriel. Merci Jean-Christophe. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Gabrielle Dufour, responsable communication de Agridet, le think tank de l'entreprise agricole dans lequel vous vous trouvez, qui vous a été présenté ce matin par Jean-Baptiste Millard, notre délégué général. Alors, nous avons eu le plaisir d'entendre ce matin des agriculteurs acteurs des prospectives. Et c'est exactement la vision que nous avons chez Agridet des entreprises, des chefs, hommes et femmes, chefs d'entreprise agricole. C'est des gens maîtres et maîtresses de leur destin. Donc nous sommes tout à fait en phase, comme le disait ce matin Jean-Baptiste, avec l'esprit de ce colloque. J'aurai le plaisir donc d'animer cet après-midi, de prendre la suite de Jean-Christophe, d'animer cette deuxième partie de colloque, et puis notamment la table ronde qui aura lieu à 15h25 si on arrive à garder les temps. Et cette table ronde, dans cette table ronde, nous allons essayer d'ancrer. Alors le titre, c'est bien ancrer la prospective et l'action. Chaque mot est important dans les réalités territoriales. On va essayer d'être concret le plus possible. Donc je demanderai tout à l'heure à mes intervenants d'être le plus concret possible, de donner des exemples, voilà, pour essayer d'imager un petit peu plus dans les territoires ce qui a été dit ce matin de façon plus globale. Nous verrons aussi quel état d'esprit finalement accompagne ces agriculteurs. Ce qui les anime, c'est agriculteurs et ces acteurs en fait du monde agricole qui s'emparent de ces nouveaux outils, qui s'emparent de ces cadres de réflexion, et on verra dans plusieurs régions la mise en application de ces cadres de réflexion, notamment en Bretagne, en Grand Est ou dans d'autres régions. Voilà, je passe maintenant la parole à Monsieur Calouette. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Désolé de mon léger retard, j'ai eu un petit problème de train ce matin. Alors, je suis effectivement... je suis un petit peu ambigu comme personnage, puisque je vais m'adresser à la fois à vous en tant que responsable de l'ADRAF Auvergne-Rhône-Alpes, donc représentant de l'État, et bien sûr, je porterai la parole de l'État, que ce soit en matière de planification écologique et de politique agricole, et aussi à titre personnel, donc je connais un certain nombre d'entre vous dans cette salle déjà, sur la question de la bioéconomie. Et je suis aussi ambigu à un autre titre, c'est quand j'étais jeune, j'étais passionné par l'écologie, je me disais il faut sauver la planète, et puis après j'ai travaillé dans la vraie vie, et je me suis rendu compte que l'économie c'était important, et que si on ne produisait pas, en fait il n'y avait rien qui se passait, il n'y avait pas de société, il n'y avait pas de civilisation, il n'y avait rien. Et donc je vais résolument me placer dans la peau d'un économiste. C'est comme ça que je vais conduire mon exposé, mais vraiment avec bien sûr en toile de fond cette idée de concilier durabilité environnementale, conditions de l'existence de l'économie, mais aussi l'inverse. Alors voilà, je vais vous présenter une hypothèse. Pour moi, c'est une hypothèse, c'est quelque chose que je défends à titre à la fois personnel et puis dans mon travail à la DRAF et puis auparavant à la DGPE il y a quelques mois. C'est que l'approche par la bioéconomie, c'est-à-dire par la valorisation des ressources du vivant, c'est une approche qui est vraiment clé dans le fait d'avoir une agriculture à la fois durable, productive, rémunératrice et aussi résiliente. Et je vais essayer de vous le démontrer tout en étant concret, si possible, mais évidemment, comme il y aura un temps de discussion après, alors j'ai le défaut de beaucoup réfléchir, donc je suis un peu théoricien aussi des fois, mais n'hésitez pas à me dire que ça ne va pas. Alors pourquoi on parle de bioéconomie? La première entrée sur la bioéconomie, pour ceux qui connaissent un peu, c'est on va remplacer le carbone fossile par le carbone issu directement de la photosynthèse. Puis généralement aussi des ressources minières, parce qu'il y a toute la question des terres rares, etc. Après, donc, ça c'est la première entrée. Deuxième entrée de la bioéconomie, c'est de se dire, on a des filières. Les filières, c'était très performant après-guerre pour construire pour déjà alimenter l'Europe, et puis pour se relever. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on traite les filières de façon très segmentée. On ne profite pas forcément de toutes les synergies entre elles, et ça ne met pas forcément l'agriculteur dans la meilleure position. Il y a des ressources sous-utilisées. Alors, on veut parler forêt-bois, c'est un peu de tarte à la crème, puisque on entend couramment dire qu'il n'y a que la moitié de la ressource de l'accroissement naturel qui est exploitée. C'est un peu plus subtil que ça, parce qu'il y a forêt et forêt, mais ce n'est pas trop l'objet d'aujourd'hui. Et il y a cette idée que si on ne pense pas globalement les ressources du vivant, on passe à côté de plein de synergies possibles. Et donc la bioéconomie, c'est pas seulement, et c'est un peu le fil conducteur, et ça va faire le lien avec ce qui était avant, c'est pas seulement baser l'économie sur les ressources du vivant, mais c'est aussi
penser l'économie d'une autre façon que celle actuellement qui est basée sur les principes, pour faire court, du Fordisme. Alors, la vision que je porte, donc là, on m'a demandé d'être très bref, est-ce que je vois que je suis déjà à 3 minutes, mais je vais quand même la décrire, parce que c'est un peu le fondement, et c'est vraiment, alors je dis, je suis à la fois en tant que, on va dire, chercheur, et je défends une opinion qui est cohérente avec l'opinion du ministère de l'Agriculture, hein, je vous rassure, mais, et aussi, je souhaite être aussi très pratico-pratique. Quand on parle de bioéconomie, souvent on pense à photosynthèse. Hein, donc on avait Claude Roy, ancien président, je me tourne vers la nouvelle présidente du club des bioéconomistes, là, qui défendait ça, c'était la photosynthèse, et puis on fait de la thermodynamique. Ça, c'est la première étape, mais ce n'est pas la seule. Et donc ça fait ce diagramme-là. Moi, je vais bien sûr le montrer parce qu'on voit de la toute petite flèche. Je ne sais pas si j'ai une zapette, d'ailleurs, si j'ai un laser. Enfin, peu importe. Vous voyez la toute petite flèche au milieu, là, c'est la production primaire brute par rapport au flux solaire. Ça montre un petit peu à quel point voilà, Elon Musk, il voit ça, il vous dit, vous voyez, la photosynthèse, c'est nul parce que c'est un rendement très faible. Le problème, c'est qu'on ne voit pas tout ce qui est à côté. Et donc, il y a besoin d'aller au-delà. Alors, ce que j'appelle, moi, ça c'est mon vocabulaire à moi. Bioéconomie niveau 2, c'est on va hiérarchiser les usages. Alors, une fois qu'on dit ça paraît évident parce que déjà, il y a les prix. Hein. Logiquement, si un usage a plus de valeur, il aura un prix supérieur et donc les investissements vont se diriger vers ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, j'ai cité un exemple consensuel parce que je l'ai beaucoup rencontré dans mon dernier poste. Voilà, je discutais souvent avec les levuriers comme l'entreprise Le Safre et d'autres hein, qui souhaitaient acheter moins cher les mélasses issues de l'industrie du sucre, plutôt valorisés en biocarburants parce que les politiques fiscales sont plutôt en faveur des biocarburants. Ça, c'est une vraie question. Et c'est pas simple. Et là, pour le coup, il faut réunir 3 ministères et on a pour 10 ans à résoudre le... Voilà, je pose juste le problème. Mais c'est juste pour illustrer que c'est pas si simple que ça. Il y a vraiment une approche qui... c'est pas que les prix vont arbitrer. Non, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, l'exemple type de la bioéconomie, je dirais de niveau 2, c'est la fameuse cascade des usages. Donc là, j'ai pris un diagramme assez connu sur le bois, mais on pourra en prendre bien sûr d'autres, la notion food first, etc. Et alors, ce que je promeus, c'est une vision bioéconomique que j'appelle niveau 3. C'est non seulement on va essayer de valoriser la biomasse là où c'est le plus efficace, pour répondre le mieux aux besoins humains, et pas que alimentaires. Les besoins alimentaires, c'est les besoins parmi d'autres. Mais aussi, on va penser l'économie globalement de façon à gérer mieux nos ressources. Et donc, ça veut dire qu'en particulier, il ne faut pas penser un pour un. Il ne faut pas penser j'ai substitué 1 gramme de carbone fossile par 1 gramme de carbone issu de la photosynthèse. Ça veut dire qu'aussi, je vais organiser le monde économique de façon à ce que j'ai besoin de peut-être moins d'énergie globalement. Et donc là, je prends l'image de l'écosystème. Donc là, l'image que chacun a vue dans les livres d'école, hein, donc ça c'est ici dans le livre d'écologie, c'est de se dire, voilà, finalement, l'évolution sur Terre, ça a amené à quelque chose, c'est peut-être pas optimal, mais en tout cas, ça marche, donc c'est peut-être pas si mal. Et donc, de quel principe je peux m'inspirer pour imaginer une économie basée sur le vivant? Alors pourquoi ça m'intéresse? Notamment pour des raisons de résilience. Parce que si on regarde uniquement les choses comme un ingénieur, hein, moi je suis ingénieur à la base, et j'aime bien les chiffres, je vous donnerai très peu de chiffres justement, et ça me frustre beaucoup parce que j'aime bien chiffrer, là c'est plus des intuitions, mais malgré tout qui sont assez disruptives. En fait les systèmes écologiques sont potentiellement instables, et on constate qu'en fait dans la nature ils sont plutôt stables. Si on cherche uniquement à faire de l'optimisation comme on a appris l'étude d'ingénieur, pour ce qu'on fait, théorème de Kuhn-Tucker, tout ça, pour si ça vous parle, etc., ça ne marche pas parce que le système est trop complexe. Même avec l'intelligence artificielle, on ne sait pas faire et on ne saura pas faire pendant longtemps. Donc il faut trouver d'autres principes directeurs. Et d'ailleurs, on observe qu'actuellement, beaucoup de coproduits sont valorisés de manière pas forcément efficace. Est-ce que c'est efficace de faire uniquement de l'énergie? Oui, dans certains cas, parce que ça nous permet d'économiser des ressources fossiles, mais dans d'autres cas, il y a peut-être des utilisations beaucoup plus efficaces qui, in fine, nous feraient économiser nos besoins d'énergie. Et puis, il y a la notion de régulation. C'est que le monde vivant nous montre qu'il y a plein de régulations existantes et on n'arrive pas trop à les reproduire. Et j'ajoute quand même, parce qu'on parle à un public agricole, donc c'est aussi une façon, et ça je pense que c'est quelque chose, alors qu'on discutera peut-être plus pendant la table ronde, c'est actuellement cette segmentation, elle met les agriculteurs en position défavorable parce qu'ils sont fournisseurs quelque part de minerais, de matières premières. S'ils sont fournisseurs d'une matière première diverse et avec des valorisations complètement nouvelles, c'est aussi une façon de rééquilibrer leur position. Hein, donc on y reviendra un peu plus tard. Alors, je vais aller très très vite. Bon, là, j'ai mis quelques exemples, mais qui montrent qu'on ne peut pas faire uniquement de l'unilatérale. On va parler des légumineuses juste avant. Moi, quand j'étais étudiant, on disait déjà que les légumineuses, c'était super parce qu'il y avait besoin de moins d'azote, de minéral, etc. Aujourd'hui, les légumineuses, ça va un peu mieux, mais il y a des aides couplées, il y a plein de choses, mais globalement, ça ne décolle pas. Pour des raisons systémiques, pour des raisons qu'il y a besoin de transformation, puis il y a plein de raisons qui vont autour. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais ce vers que je vais vous amener, c'est qu'il y a besoin d'un changement systémique. Systémique, ça veut dire qu'il faut emmener
tous les composants du système ensemble, sinon si on n'en mène qu'un, ça ne marche pas. On appelle en économie un équilibre de Nash. Et alors, donc là, je vous amène directement à la conclusion et maintenant je vais illustrer un peu plus. L'idée que je défends concrètement, et c'est comme ça que je transcris la notion de bioéconomie, c'est compléter le signal des prix. Alors le signal des prix, je suis économiste, j'ai commencé par dire ça, le signal des prix, on ne va pas y échapper. Il n'y a rien de plus puissant, il suffit de voir ce qui se passe quand le prix d'une denrée varie, tout le système qui est mis en branle. Donc ça, c'est hyper puissant le signal des prix, et ceux qui le nient sont juste des rêveurs. Par contre, on peut le compléter par d'autres signaux. Et donc c'est ça que je défends, et ce sont des signaux inspirés du monde vivant. Et alors, je les résume à grands traits. Alors, chacun, il y aurait besoin de dissertation, mais en gros, j'ai résumé ça de la façon suivante. Première chose, la photosynthèse en premier. Limiter la déstructuration, donc je reparle un peu en tant que thermodynamicien. C'est comment est-ce qu'on évite de déstructurer la matière pour utiliser les tissus existants du monde vivant qui sont déjà tout faits pour avoir des propriétés intéressantes pour les besoins humains. La notion de redondance des fonctions, une notion très importante qu'on retrouve dans le monde vivant, alors qu'en économie, on apprend tout l'inverse, c'est the one best way. Moi, j'ai été formé manuel d'économie, c'était encore les années avant les 2000, c'était on optimise tout. Et en fait, dans la nature, il y a énormément de redondances. Il y a des redondances aussi d'échelle. Il n'y a pas une seule taille d'entreprise classique. Sur une industrie mature, typiquement, on va avoir des tailles un petit peu moyennes qu'on retrouve partout. Ce n'est jamais le cas dans le monde vivant. Et puis, il y a cette notion d'homéostasie, cette notion qu'il y a des mécanismes qui régulent le système, qui assurent sa stabilité. Et c'est en s'inspirant des principes du vivant qu'on peut mettre en œuvre ces systèmes de régulation. Donc, à la fois efficacité et stabilité. Alors, GEMI ne s'applique pas qu'aux ressources vivantes parce que même si on ne fait pas de la bioéconomie au sens biomasse, on peut aussi appliquer ces ressources, ces principes dans l'économie en général. Là, ça va un petit peu plus loin. Et d'où l'entrée par le territoire. Donc, on l'a vu, alors si je résume ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, je suis à peu près à la moitié de mon temps. Allez, je tiens l'économie du vivant comme une nouvelle façon de penser l'agriculture et aussi comme une nouvelle façon de penser la régulation économique. Le problème, c'est qu'il faut un changement systémique. Le territoire, c'est une des façons. Alors, bon, c'est un peu là-dessus que j'ai fait toute ma carrière de chercheur, donc je suis assez intéressable, mais en résumé, je ne défends pas l'idée que le territoire, c'est la seule approche. Évidemment, il faut faire des économies d'échelle, il faut avoir des grosses structures, une industrie forte, etc. Il y a des entrées filières qui sont parfois indispensables parce que justement, on est suffisamment mature pour faire des entrées de grande taille, il faut se sourcer sur les marchés internationaux, etc. Ça, je ne le remets pas en cause, mais l'entrée territoriale, c'est une des façons les plus efficaces et les plus directes pour aborder un changement systémique. Donc ça, c'est vraiment l'idée que je défends dans le cadre de la bioéconomie. Pourquoi ? Est-ce qu'une approche territoriale, c'est-à-dire au sens où des acteurs entre eux, de par leur proximité, réussissent à développer des projets économiques ? Pourquoi ça peut être aussi efficace que peut être l'approche fordiste classique ? Je prends fordiste, j'utilise un terme simplifié, mais je pense que tout le monde comprend. Premièrement, il y a des ressources spécifiques. Il y a des endroits où on peut, qui sont particulièrement doués pour telle ou telle production, donc on peut assez directement en faire un avantage comparatif. Ça, c'est l'aspect le plus évident. Et des ressources, il y en a toujours. Ça peut être des ressources génétiques locales. C'est très fréquent. Ce n'est pas forcément que des toutes petites tailles, des émergénismes. Parfois, on découvre des ressources génétiques qui va devenir une ressource très créatrice de valeur. Ça, c'est le plus évident. Le deuxième point, c'est les interdépendances. Et là, on rejoint vraiment le fonctionnement du monde vivant, parce que le monde vivant, ce qu'il nous montre, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence dans le monde vivant. Le monde vivant, ce n'est pas les bisounours, un écosystème, c'est vraiment très, très violent. En réalité, ce qui se passe dans une forêt, c'est l'air harmonieux, tout ça. C'est très violent en termes de concurrence. Mais il y a aussi cette notion d'interdépendance qui fait que ça tient. Et donc ça, on va le retrouver typiquement dans l'approche territoriale de façon complètement directe, où comme on n'a pas l'avantage des prix, de chercher des prix les plus bas pour se sourcer sur les marchés internationaux, on va faire jouer au maximum les complémentarités. Et le troisième point, c'est l'aspect sociologique. Donc ça, c'est ma spécialité. J'ai passé ma thèse à faire des cartes pour savoir pourquoi sur certains territoires, ça se passait mieux que d'autres. Et certains territoires, la collaboration se fait toute seule. Dans d'autres, par contre, ça ne marche pas. Et cette capacité de collaboration, justement, elle est déterminante pour gagner en efficacité. Alors, j'aime bien comme donner cet exemple parce que je l'adore. Je ne vais pas m'attarder longtemps, mais deux endroits, alors à des endroits très différents, mais quand même qui ont des points communs en termes de difficulté, on va dire, du milieu naturel. Le schéma en haut à droite, c'est le schéma où la société est la plus simple qui existe. La société se réduit à une personne. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas, mais c'est des villages, il y a des cases isolées avec des ronces autour. Il n'y a même pas de couple stable. Évidemment, c'est la cata au niveau humain, c'est-à-dire que les gens meurent très jeunes, etc. L'autre, c'est les travaux issus de l'Empire Inca. Dans les deux cas, ce n'est pas super résilient. Dans un cas, effectivement, on est tout seul, donc il n'y a pas d'entraide, il n'y a rien. Dans l'autre, on est aux ordres d'une hiérarchie imparable, sauf que les Espagnols, ils arrivent, ils ont compris tout de suite comment ça marchait.
ils emprisonnent l'Inca, et là, tout s'écroule, et ils sont tous réduits en esclavage. Donc, évidemment, alors je prends un exemple extrême, mais j'aime bien parce que ça montre la diversité de ce que peut faire l'être humain en termes de structuration sociale. Et pour en venir au territoire, ben justement, on a les mains libres pour imaginer des institutions qui vont permettre sur un territoire de trouver quelque chose qui soit un peu équilibré entre ces deux extrêmes et quelque chose qui marche pour créer de la valeur. Alors, je vais aller assez directement à ma vision des transitions, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Simplement pour dire, bon, en gros, vous pouvez dire, bon, ça c'est très théorique, mais en pratique, comment on fait? Là, en fait, en pratique, l'idée, c'est de mobiliser les 3 points forts de l'approche territoriale, que je viens d'évoquer rapidement. Les ressources spécifiques, interdépendance, complémentarité et puis action collective. Et puis essayer petit à petit d'appliquer, de décliner les principes du vivant. C'est-à-dire essayer, quand on a une matière, une biomasse qui existe, plutôt que de la mettre en méthanisation directement, j'ai rien contre la méthanisation, mais il faut réfléchir avant aux utilisations alternatives. On va essayer de voir si, en utilisant des structures déjà existantes, on peut créer de la valeur. Ajouter des boucles, créer des interdépendances, créer des capacités à faire des relations gagnant-gagnant sur le territoire. Et puis, expérimenter des modèles différents, des productions différentes. Alors bon, le pôle, donc tout à l'heure, je serai en conférence également au pôle B4C. Là, pour le coup, le pôle B4C, tous les jours, ils envoient une newsletter où il y a une dizaine de nouveaux exemples de produits. Il y a vraiment plein de choses dont on n'a même pas l'idée qui peuvent créer de la valeur. Alors, pour en arriver à la façon dont on va procéder. Donc là, c'est un travail qui est en cours. Donc j'aurais dû le dire, je ne suis pas un super bon commercial, mais donc j'ai publié un bouquin l'an dernier qui explique un peu tout ça. Et là, je travaille sur un nouvel ouvrage qui va vraiment être consacré aux transitions. Donc c'est encore en cours, mais en gros, je dis 4 grands types de trajectoires. Parce que ce que je vois un petit peu sur les territoires, c'est globalement, il faut bien rentrer par quelque chose. Et donc, si on rentre par la production primaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'idée qu'on a une ressource assez abondante quand même, et progressivement, on essaie de construire tout un écosystème. Si on rentre par une entreprise motrice, il y a des cas où c'est comme ça, c'est une entreprise très implantée sur ton territoire, qui n'est pas forcément liée à une ressource spécifique, mais simplement historiquement, et elle a ce souhait d'emmener un collectif. Donc, ça va vraiment s'appuyer vraiment sur les ressources collectives du territoire. Il y a la ressource vraiment très spécifique qui est liée vraiment à un terroir identifié. Donc là, ce n'est pas forcément de la méthification, à l'inverse du premier cas. Et puis, le cas reconversion, où là, on prend un site et puis on le fait évoluer vers un peu plus de biosourcé. Alors, le dernier cas, je le traiterai moins, mais il y a plein d'exemples possibles, mais il est peut-être un petit peu moins intéressant pour notre objet. Alors, j'ai cité les exemples bretons, désolé, parce que les Bretons ont ça de défaut, c'est qu'ils savent très bien s'organiser. Et donc, il y a quand même pas mal d'exemples. Je suis fonctionnaire français, je vous rassure, mais voilà. L'entreprise Saveol, j'ai beaucoup aimé sa démarche parce que, alors, il y a vraiment eu cette intuition il faut s'appuyer sur à la fois surfer sur la vague du biocontrôle, de sortir des intrants, etc. Surfer aussi sur difficultés en matière d'énergie, parce que j'ai beaucoup discuté avec eux quand je m'occupais des aides à l'énergie. Là, pour le coup, c'est quand même très très lourd en termes de gaz naturel. Et en même temps, développer une approche territoriale où on va aussi travailler sur les aspects touristiques, pédagogie. On va travailler donc à la fois démonstrateur pour monsieur tout le monde, mais aussi, ou madame tout le monde, et aussi en même temps, on expérimente des choses où à la fois on travaille sur la production, le cœur qui est les fruits et légumes, et aussi les insectes. Donc ça, c'est vraiment un exemple que je trouve assez typique, parce qu'en plus, il est potentiellement massif. Il est assez massifiable. Et en parallèle, travailler évidemment sur les économies d'énergie, l'autoproduction, etc. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose d'assez emblématique. Sans porter de jugement sur les chercheurs chauffés, etc. Ce n'est pas la question aujourd'hui. La question, c'est comment est-ce qu'on emmène une démarche territoriale qui a du sens. Alors encore un exemple breton, et je fais exprès pour un exemple qui n'est pas forcément consensuel, c'est aussi volontaire parce que j'aime bien aussi provoquer. Et pour le coup, Cooper, là-dessus, je pense on ne peut pas les critiquer, c'est qu'ils ont été très très avant-gardistes, parce que très, très, très critiqués. Moi, j'ai fait mon service, j'étais en Bretagne pendant mon service militaire, quand je passais près de Cooperl, je le savais, même la nuit, c'était... Et ils ont beaucoup travaillé là-dessus, maintenant on y va, je ne dis pas qu'on ne sent plus rien, mais ça n'a plus rien à voir. Et vous voyez cette photo, là, on voit le méthaniseur, et il y a un petit tuyau qui sort avec le CO2 qui sort. Et là, quand je suis allé les voir, ils m'ont dit, voilà, notre prochain challenge, c'est ça. C'est de se dire, voilà, nous, on a cette capacité, on travaille avec plein d'agriculteurs sur le territoire, on a vraiment un effet d'entraînement sur le territoire en tant qu'entreprise. Et bien, l'étape suivante, c'est, je ne veux plus que ce tuyau, il envoie le CO2 dans l'atmosphère, je veux qu'il soit utilisé à autre chose. Et en parallèle, le recherche sur l'innovation, culture d'algues, etc., donc spiruline et compagnie. Troisième type d'exemple, la ressource spécifique. C'est à chaque fois des exemples un peu tarte à la crème, mais malgré tout. Donc là,
Bon, j'ai une petite préférence entre Normandie et Hauts-de-France, désolé, par la Bretagne, et je suis en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais voilà, ressources spécifiques. Donc là, c'est un exemple assez simple, mais le lin, on ne peut pas en faire partout, mais il se trouve qu'en Normandie, ça marche plutôt bien. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle d'une ressource vraiment très spécifique, emblématique, et là, l'enjeu, c'est de reconquérir l'aval. Donc voilà, 3 trajectoires, 3 exemples possibles. Il y en a pas mal d'autres. J'ai publié récemment un article qui préfigure un peu mon prochain ouvrage et puis qui donne déjà un peu une idée de la diversité des trajectoires. Et tout ça, c'est des démarches territoriales parce que c'est intrinsèquement lié aux ressources du territoire et on va non pas s'empêcher de travailler les acteurs extérieurs, mais on va d'abord valoriser les synergies internes. Alors ça, je crois que je n'aurai pas trop le temps d'en parler. Pourtant, c'est passionnant, cette idée de... Mais bon, c'est pour les questions. Donc, il y a toute une réflexion aussi sur la bonne échelle. Parce que territoire, je ne l'ai pas défini. J'ai supposé que c'était un peu évident, parce que déjà, territoire, et pour le définir, il y a un peu de temps à passer. Mais voilà, à chaque échelle, il y a un rôle particulier. Et ce n'est pas les mêmes institutions derrière, ce n'est pas les mêmes démarches. Donc, je le garde un petit peu éventuellement pour les questions, mais c'est aussi un sujet qui est assez passionnant, parce que souvent, on parle de territoire un petit peu dans l'air du temps, et c'est assez subtil en réalité. Voilà, je vais terminer par quelques éléments sur un petit peu les verrous. Et donc, ça va bien reboucler, je pense, avec la présentation de la planification écologique, parce que voilà, on voit bien où il faut qu'on avance. Et ça nécessite d'aligner à la fois les acteurs économiques et publics, très clairement. Premièrement, donc, approche territoriale, évidemment, donc, les régions sont en charge. Ce n'est pas pour rien qu'on a fait la décentralisation. Je suis en charge du développement économique, d'une grande partie des fonds européens. Alors là, actuellement, je considère qu'il y a vraiment une terre de mission, notamment tout ce qui est sud de la Loire, sur développer le concept de bioéconomie. La bioéconomie, c'est plutôt développé au nord, donc avec les régions vraiment en pointe, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, et puis quelques autres qui se développent un peu plus, donc Île-de-France, Pays de Loire, etc. Mais il y a vraiment des terres de conquête en vérité, et puis des marges de progrès très importantes. Travailler sur les pilotes, vraiment quand je dis pilotes, c'est pilotes au sens industriel, mais appliqués au territoire. Donc là, il y a toute une façon d'inventer les collaborations, mais aussi de financer aussi. Parce que les approches territoriales, le problème, c'est qu'on met souvent les acteurs publics en premier. Or, territoire, il n'y a pas que la puissance publique. Il y a besoin d'inventer aussi de nouvelles modalités d'implication des acteurs financiers. Et pas dire que la finance, c'est pas bien, etc. Non, bien sûr, il y a besoin de trouver de nouvelles façons d'imaginer des montages qui permettront au potentiel de se réaliser. Le rôle de l'agriculteur, essentiel. Il va travailler autrement, il va créer de nouvelles opportunités, et c'est une opportunité. Donc je n'en dis pas plus, parce que je crois qu'il y aura des exemples derrière qui vont illustrer ça. Mais pour moi, c'est aussi ça. C'est Egalim, bien sûr, c'était très bien, il faut continuer, mais là, c'est une opportunité, je pense, importante. L'opportunité sur les filières animales, là, j'en dis pas plus, mais c'est lié aussi à l'économie nord-sud. Le végétal, c'est plus simple pour faire de la bioéconomie. L'animal, c'est plus compliqué, plus sensible au niveau sanitaire, réglementaire, etc. Les chantiers réglementaires, évidemment, il faut que l'État et l'Europe prennent sa part. Il y a plein d'opportunités qui ne se réalisent pas parce qu'au niveau réglementaire, on n'a pas eu le temps, tout simplement, parce qu'il y a trop de sujets. Ce n'est pas une critique, c'est simplement qu'il faut le faire. Et puis, alors, je reboucle sur la conclusion d'exposé précédent, c'est le citoyen. Le citoyen a un énorme pouvoir, mais il faut lui expliquer, il faut lui apprendre. On est capable de manipuler, dans le bon sens du terme, de lui montrer l'intérêt de l'économie du vivant. Et ça sera un levier très, très important. Et derrière, c'est les valeurs. Qu'est-ce qu'on porte, qu'est-ce qui est important pour nous, en tant qu'être humain, quelles sont nos valeurs. Voilà, j'ai dépassé de 1 minute. Merci beaucoup, Jean-Marc Calot. Merci. On peut vous applaudir.